Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, journaliste au Soir Mag, écrivain, chroniqueur royal et animateur belge passionné par les familles royales. Il intervient régulièrement dans des émissions du paysage audiovisuel belge et français, notamment TPMP, auteur d'un livre I Love Elisabeth II sorti en 2022. Aujourd'hui, Bertrand Deckers sort son ouvrage Le Petit Dictionnaire de la Royauté aux éditions Robert Laffont, une émission et un échange suivi de mon coup de cœur à 16h, le duo Belvédère. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Bertrand Deckers. Bonjour Cyrielle et merci pour cette royale invitation. Et je suis ravie, vraiment sincèrement, de vous recevoir aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, je vous regarde très souvent dans TPMP et il y a du sourire quand vous arrivez sur le plateau. On va découvrir alors votre actualité aujourd'hui, mais aussi envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. C'est un peu la règle dans cette émission. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, 3 mots pour vous décrire. Alors pour me décrire, je dirais différent, passionné et amoureux peut-être. Et amoureux, très bien, ça nous va bien. Allez, on va regarder si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission, mais d'abord le début, toujours le début. Bertrand Deckers, vous êtes né un 19 novembre 1985, précisément à Seraing en Belgique. Aujourd'hui, avec le recul que l'on a, avec le temps qui passe, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance à la campagne belge, très protégée, puisque j'arrive 7, 8, 9 ans après le mariage de mes parents et ils sont un peu désespérés. Ma maman pense qu'elle n'aura jamais d'enfant. Donc j'arrive un peu comme un enfant roi. Et c'est vrai qu'on va tout me passer, on va tout m'accorder. Oui, une enfance assez choyée, c'est vrai, un univers aimé, aimant, je vais dire, avec une grande maison, avec de l'espace, avec de la verdure, des chevaux. Une enfance un peu idéale, mais dans laquelle très vite quand même j'ai dû trouver autre chose. J'ai dû trouver un univers de paillettes qui m'a fasciné très très tôt en tout cas. Et c'est ça, parce que dès votre plus jeune âge, vous vous passionnez pour l'actualité des têtes couronnées. Comment ça a commencé ? Alors c'est une très bonne question. Je dis souvent que le jour où j'aurai vraiment le temps, j'irai m'allonger pour tenter de comprendre. Parce que en tout cas, je vous assure que ça fait partie de moi. C'est presque dans mon ADN, ça coule presque dans mes veines, cette passion des monarchies, des maisons royales, des personnalités couronnées. Je n'ai pas de souvenir, vraiment, à quand ça remonte pour la première fois. Je sais en revanche que j'ai 11 ans, on est le 6 septembre 1990, lorsque je découvre un certain Stéphane Bern qui officie sur France 2, que le grand public ne connaît pas encore, qui est au commentaire des funérailles de la princesse Diana. Et c'est en écoutant son commentaire que je dis, moi aussi, plus tard, je serai l'ami des rois, en quelque sorte. Je veux faire vivre ces moments-là. Alors comme on ne peut pas vraiment devenir l'ami des rois, je choisis très tôt d'en faire un métier, celui de chroniqueur royal. C'est le premier titre de votre livre, Plus tard, je serai l'ami des rois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est le cas, puisque vous dites que vous êtes un mousquetaire ? On n'est jamais l'ami des rois. J'ai appris très très tôt qu'il y a les royaux et le reste du monde. Entre eux, il y a une frontière invisible qu'il ne faut jamais franchir. Donc je ne serai jamais l'ami d'un roi. En tout cas, je suis un peu le mousquetaire. Je suis celui qui les défend, c'est vrai. Cette idée de devenir l'ami d'un roi restera à jamais rangée dans le tiroir, dans les rêveries de l'enfance. Il y a Stéphane Bern que vous regardez, qui forcément réveille en vous quelque chose où vous vous dites voilà, j'aimerais finalement être comme lui, mais avec le temps il y a d'autres références qui sont arrivées, qui sont pour vous aussi des grandes références de chroniqueurs royaux. Absolument, vous faites peut-être référence à Léon Zitrone, qui pour moi est peut-être le plus historique et le plus grand. Il avait cette voix incroyable, cette façon de raconter, et il a vraiment fait vivre les grands événements. J'aurais adoré être Léon Zitrone parce que le couronnement de Béatrix, c'est Léon Zitrone, les funérailles de Baudouin et de Fabiola, c'est Léon Zitrone, le mariage de la princesse Anne en Angleterre, c'est Léon Zitrone, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et puis alors bien sûr, il va y avoir, c'est mon petit coup de cœur à moi aussi pour le coup, c'est Frédéric Mitterrand.
Mitterrand, avec cette voix très bonsoir, et cette façon de raconter vraiment. Lorsque j'étais petit et que j'avais du mal à m'endormir, je mettais Les Aigles foudroyés, qui est cette saga incroyable qu'a réalisé Frédéric Mitterrand sur la chute des grands empires après la Première Guerre mondiale. Et cette voix me berçait, et ces phrases qui n'ont jamais de fin, qui ne connaissent jamais de fin. Vous dites sur Léon Zitrone, le maître des maîtres. Vous avez un point commun avec lui, c'est la préparation des fiches. Et sur Frédéric Mitterrand, vous rêvez qu'il vous adopte. Oui, absolument, parce que Frédéric Mitterrand a déjà adopté un fils et que je me sens très mitterrandien parfois dans mes commentaires. Et puis il a été ministre de la Culture, je trouve qu'il a fait un merveilleux travail, j'aime beaucoup la personnalité, mais j'aime beaucoup l'homme aussi. Quand je lis Frédéric Mitterrand, quand j'écoute Frédéric Mitterrand, quand je regarde Frédéric Mitterrand, je suis fasciné, je redeviens un petit garçon. Adolescent, à la question Bertrand, quel métier veux-tu exercer? Vous répondez Stéphane Bern. Et dans votre livre, vous dites qu'il se rassure, la relève est garantie, écrivez-vous. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que votre livre est sorti le 14 novembre. Et c'est le jour de son anniversaire. Absolument, il a eu 60 ans, Stéphane Bern, il y a quelques jours. Moi, j'en ai eu 38. Je rappelle quelque chose qui m'a aussi tout le temps amusé profondément. Il est du 14 novembre, jour de l'anniversaire de Charles III. Il partage cela avec lui. Et je viens de vous le dire, du 19 novembre, jour de la fête nationale de la principauté de Monaco. Et on sait très bien qu'à travers le monde, il y a deux monarchies qui intéressent le monde entier. C'est les Windsor et les Grimaldi. C'est drôle, je trouve que l'histoire s'amuse. C'est vrai, l'histoire s'amuse, je suis d'accord avec vous. Et aussi la presse s'amuse parce que dans une édition le 26 mai 2022, le magazine Ciné Télé Revue vous a classé dans les conteurs royaux préférés des Belges avec Stéphane Bern, Thomas de Bergeyck et puis Patrick Weber. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Je l'espère. Écoutez, moi, en tout cas, les rêves d'enfant que j'avais, je suis en train de les atteindre doucement. Mais j'espère que le parcours n'est pas fini non plus. Chaque jour est fait de surprises. J'en suis moi-même parfois étonné, surpris. Voilà, j'aime en tout cas ce métier que je fais. Vous savez, je trouve que parfois, je travaille peut-être beaucoup et parfois, je me dis que j'ai quand même une chance incroyable. J'ai parfois l'impression que je ne travaille pas. Je oscille un peu entre le c'est beaucoup trop, j'en ai ras le bol, et le j'en veux encore, je n'en ai jamais suffisamment assez. Et puis il y a aussi, vous mettez le doigt sur une problématique, c'est cette incertitude du métier quand même. On évolue dans des métiers de passion, mais il n'y a pas vraiment de contrat garanti. Vous savez, tout va très vite, ce qui veut dire aussi que tout peut s'arrêter très vite. Donc il est vrai que je ne refuse rien et que parfois j'ai des nuits qui sont un peu courtes. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est un métier saisonnier, comme on dit parfois. On vous prend pour une saison, la saison d'après, on n'est pas sûr de rester. Et puis quand on vous l'annonce, parfois, c'est trop tard pour aller ailleurs. C'est la dure loi du métier des médias, mais qui fait que c'est un métier passionnant. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Un métier que vous avez eu envie de faire très tôt, finalement. À 18 ans, après une année sabbatique, vous entamez des études en communication, filière information et médias, la Haute École de la province de Liège, afin d'obtenir un baccalauréat. C'est l'équivalent d'une licence universitaire pour la France. L'un de vos stages se déroule à la radio-télévision belge francophone, la RTBF. Vous suivez pendant plusieurs semaines d'ailleurs les équipes de C'est du Belge. Et à 21 ans, un second stage à l'hebdomadaire Point de Vue, où je travaillais à côté, donc ça m'a fait sourire aussi. Et à 22 ans, vous devenez l'assistant de l'écrivain et animateur Franck Ferrand. Vous travaillez à ses côtés pendant 3 ans. Et puis, en 2008, de la presse écrite également. Vous rejoignez les équipes du mensuel Royals, magazine belge spécialisé dans l'actualité des têtes couronnées. Puis parallèlement aussi, Têtu, l'Éventail, l'événement. Et vous signez également, toujours en ce moment, des articles pour Le Soir Mag, où vous officiez donc encore. C'est un magazine que j'ai pu regarder, qui traite vraiment de l'actualité générale. Absolument, c'est l'hebdomadaire du soir. Le soir, c'est un peu l'équivalent du Monde pour la France. Donc c'est l'hebdomadaire vraiment sérieux. Et on a vraiment, c'est un magazine de télévision qui va se pencher beaucoup sur l'actu média, l'actu télé. Mais on a vraiment de nombreuses pages aussi qui nous permettent de brasser l'actualité avec une petite particularité de la part de notre rédacteur en chef et une
passion, c'est vrai aussi pour les têtes couronnées, parce qu'en Belgique, on a conservé une monarchie et que tout Belge est habitué à suivre l'agenda du roi, de la reine, de les suivre à l'étranger, de les suivre en Belgique. Donc pour nous, ça fait partie vraiment normale. C'est normal pour nous de venir parler de la royauté et on parle très souvent des 12 monarchies qui font partie de l'Europe et pas uniquement de la famille royale d'Angleterre. Justement, Bertrand de Kers, est-ce que vous pensez que le monde se porterait mieux s'il y avait que des rois et des reines? Je vous parlais un convaincu, mais j'en rêve la nuit. Mais il est très difficile pour certains pays d'admettre une monarchie. Vous savez, la France est quand même profondément contestataire. Par rapport à la Belgique, pour le coup, je peux en parler puisque je suis belge et que je oscille en permanence entre les deux territoires. Je pense que vous n'êtes pas fait pour avoir une monarchie. Que l'idée même que quelqu'un puisse exercer un pouvoir uniquement par sa naissance vous dérange profondément. Ce que je peux comprendre. Nous, en tant que Belges, nous sommes moins révolutionnaires, nous sommes plus amoureux des traditions et on aime cette idée dans le fond. En tout cas, pour une partie de la population, la partie francophone que l'on appelle les Wallons, on aime être représenté par un ambassadeur, une ambassadrice qui sont un peu les premiers représentants de notre pays. On a compris, nous, et on aime cette idée-là, on n'est pas contre, que la représentation est un job à part entière. Un job à part entière, c'est vrai. Quand je vous entends, moi j'ai envie de dire oui, c'est vrai, mais si on était né dans ce cas de figure-là, et c'est vrai qu'en France c'est vraiment différent parce qu'il y a toujours eu des présidents avec une démocratie, avec un peuple qui s'est soulevé, il fut un temps pour pouvoir avoir ces droits-là. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, ça se passe mieux quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et dans tous les pays, avec les conflits qui s'importent, qui vont, qui viennent, vous voyez où je veux en venir, est-ce que vous pensez que ça se passe mieux là-bas ? Du fait d'avoir une monarchie, vous voulez dire? Non, absolument pas. Je pense vraiment que là, on ne parle pas du tout ici pour le coup de politique. C'est uniquement de la représentation. C'est uniquement de l'image. Une famille royale, à l'exception peut-être de la principauté de Monaco, plus aucune des familles royales aujourd'hui n'a un rôle vraiment politique. Ce sont des monarchies purement protocolaires, si vous voulez. Donc, d'un point de vue politique, je pense qu'il n'y a vraiment aucune différence. C'est d'un point de vue de l'image et de la représentation que ça change vraiment. Là, pour l'instant, d'un point de vue de l'image et de la représentation, et à nouveau, je tiens à dire que je ne fais pas de politique. Je pense que la France n'est pas mal représentée du tout par Emmanuel Macron et son épouse, mais il fut un temps, pardonnez-moi, où les présidents que vous avez élus, je ne vise personne, avaient une idée de la représentation qui n'était quand même pas des plus grandioses. Je me souviens d'un président qui se voulait normal, qui a remonté les Champs-Élysées le jour de sa passation de pouvoir sous des trompes de pluie. Je me souviens que ces images-là ont fait le tour du monde et je ne pense pas que c'est terriblement bankable, pour reprendre un terme très anglais, pour la France. Bertrand Mais de ça Kers, n'engage que moi. Ça n'engage que vous, et à la télévision, on va vous voir justement n'engager que vous avec vos propos. On vous découvre pour la première fois le 29 avril 2011, je crois. Vous commentez le mariage du prince William et de Kate Middleton aux côtés de Faustine Bollaert. Sur Europe 1 d'abord, je me souviens de ce jour, moi, comme si c'était hier, de cette émotion, il faut dire, et surtout de cette robe qui appartenait à Pippa. Absolument, la robe de Pippa, création de Sarah Burton pour la maison Alexander McQueen. Alors moi, j'étais sur mon petit nuage parce que non seulement c'était un des premiers grands mariages vraiment que je couvrais, j'étais à l'époque sur les ondes d'Europe 1 à côté de la belle Faustine, vous avez raison, et je rentrais tout juste de Londres où j'y avais passé quelques jours pour voir un peu les derniers préparatifs. Figurez-vous que j'ai eu l'extrême chance de croiser Kate Middleton à 2 mètres de moi la veille vraiment de ce mariage. C'est un moment que je garderai en mémoire dans mon cœur très longtemps parce que elle allait passer sa dernière nuit de célibataire, sa dernière nuit de jeune fille normale en somme, avant de rentrer dans l'histoire, celle que l'on écrit avec un grand H. On entend une forme de passion, peut-être pour Kate Middleton, ou peut-être pas passion, mais en tout cas un engouement certain, ce qui est moins le cas pour d'autres. J'y viens. Le 19 mai 2018, avec Philippe Turle, que j'embrasse, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle sur France 24, que vous couvrez pour la télévision cette fois. Et dans votre livre, Mon petit dictionnaire de la royauté, eh bien, il y a les grands présents. Mais il y a aussi ceux qui brillent par leur absence, dont Meghan, même s'il faut dire qu'à la page d'Oprah Winfrey, il est surtout question de Meghan. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai voulu proposer aux passionnés de monarchie ou même à ceux qui ne le sont pas, parce que c'est un petit dictionnaire et je pense vraiment qu'on ne lit jamais un dictionnaire de A à Z. Il faut vraiment picorer, piocher et commencer par où bon vous semble, par où vous avez envie d'aller. J'ai voulu proposer un monde où Meghan Markle n'était pas encore présente au sein de ce Gotha, parce que je pense qu'il y a eu un avant et un après Meghan Markle, en tout cas.
Vous écrivez, il n'y a pas Meghan, non pas par oubli, mais parce que c'est mon petit dictionnaire, parce que ce sont mes choix, suivis de. On y parle d'ambition, de pression, de dépression. Au fil des pages coule de la jalousie, de la haine, des complots, des menaces. Je n'ai pas pu m'empêcher, entre la phrase précédente et celle-ci qui en découle, d'avoir fait un lien entre les deux. Oui, absolument. Monarchie, royauté ne riment pas forcément avec légèreté. Je vous assure que, mais même pas uniquement pour viser Meghan Markle, parce que bon voilà, j'ai des griefs par rapport à Meghan, mais il n'engage que moi. Mais il y en a d'autres aussi. Vous savez, simplement, je vous dis tout à l'heure, en effet, une passion, une vénération peut-être pour Kate Middleton. Et néanmoins, quand on s'appelle Kate Middleton, qu'on est issu ce qu'on appelle de la roture, c'est-à-dire qu'on n'a aucune goutte de sang bleu qui coule dans les veines, et qu'on deviendra un jour l'héritière, qu'on est l'héritière d'Élisabeth II, qu'on deviendra un jour reine d'Angleterre, je vous assure qu'il faut quand même une ambition qui est démesurée. Je vous assure qu'il faut un mental d'acier qui peut résister à toute épreuve, parce qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes filles qui auraient adoré être à sa place. Donc, ce n'est pas du tout de la légèreté. Devenir princesse, être princesse, au jour d'aujourd'hui, c'est un métier qui demande, comment dire, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, n'ayons pas peur des mots. Parce qu'on sait forcément à quoi on est confronté quand on épouse un homme de cette trempe, si je puis me permettre, en tout cas d'une famille comme les Windsor. Est-ce que aimer Kate Middleton veut automatiquement dire ne pas aimer Meghan Markle? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Moi, je pense que de la part de Meghan Markle, c'est même plus que je pense, j'en suis convaincu après de longues recherches, il y a véritablement une stratégie qui s'est mise au point par rapport à Harry en tout cas. Je ne dis pas du tout qu'elle ne l'aime pas. Je ne suis pas suffisamment dans cette intimité-là que pour pouvoir avancer ça. Je dis juste qu'en stratège qu'elle est, elle a su souffler sur des braises qui étaient certes déjà existantes, mais elle a su ce qu'elle devait dire au moment où elle devait le dire pour sortir hors de ce cercle des Windsor lorsqu'elle a compris qu'elle n'en serait jamais la numéro 1. En tant qu'actrice, en tant qu'américaine, en tant que grande défensrice, enfin, personne qui défend, pardon, les minorités, elle a vraiment cru qu'elle avait une place à jouer qui était importante, elle a vraiment cru qu'elle décrocherait le premier rôle. Et puis, elle s'est très vite rendue compte qu'elle rentrait dans un système où seule compte la couronne, où forcément Kate Middleton aurait une place beaucoup plus importante, puisque jamais Meghan Markle ne serait reine. Il faudrait un concours de circonstances complètement incroyable. Quand elle a compris cela, elle a cessé de jouer pour moi. Le jeu ne l'intéressait plus du tout. Et elle a su ce qu'il fallait faire avec Harry que pour pouvoir sortir de ce cercle des Windsor et faire un jour, à nouveau, ça n'engage que moi, mais j'en suis presque convaincu, un jour de la politique. On retrouvera un jour, selon moi, Meghan Markle en politique. Mais je suis assez convaincue par ce que vous dites et également Bertrand Dekers. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu cette fracture tout de même? Parce qu'elle savait au départ dans quoi elle mettait les pieds. Ok, elle savait qu'elle n'en serait pas la première, même si elle a essayé. Mais on pouvait s'en douter quand même au départ. Et c'est vrai qu'elle a eu, à un moment donné, sa vraie heure de gloire dans la presse et qu'il y a eu cette cassure assez bizarre à un moment donné. Parce qu'elle n'avait peut-être pas compris qu'elle a beau être actrice, que le fait d'intégrer le clan le plus fermé et le plus prestigieux et le plus médiatique du globe, c'est un tout autre jeu que l'on vous propose. Diana disait « Je vis dans un aquarium, 7 jours sur 7, je suis un poisson rouge. Les Anglais, petit déjeuner, dînent avec du Diana dans la presse en permanence. » Ça, pour moi, elle ne l'avait pas bien compris. Donc ça a joué vraiment un élément déterminant, vraiment. Et puis, elle pensait qu'elle aurait beaucoup plus de liberté. Or, lorsque vous rentrez chez les Windsor, vous n'êtes plus libre du tout. Elle ne le sera d'ailleurs plus jamais. On le voit, ce qui se passe avec Meghan et Harry à l'heure actuelle, c'est véritablement de la chasse à l'homme. Les paparazzis sont prêts à tout pour obtenir un cliché. Vous pensez qu'ils sont encore ensemble ? Absolument, oui, je pense qu'ils sont encore ensemble parce qu'il y a certes des rumeurs, des bruits qui concernent en effet des règlements de compte, des petits bisbis comme on dit, des petites disputes. Mais en tout cas, je pense que c'est un couple qui, même si je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas, qui est quand même tenu par un côté merchandising, par un côté quand même finance, par un côté argent, et que Harry sans Meghan ou Meghan sans Harry, ça n'a plus la même portée, ça n'a plus les mêmes retombées. Ils ont besoin l'un de l'autre.
Dans votre livre, Bertrand Dekers, vous parlez alors de Kate, de la mutine Pippa, du prince Harry, du prince Ali. Il y a Grace, si forte, si fière, si glacée. Comme vous dites, il y a Charlène, si fragile. Il y a une valse de destin tourmenté. Bien d'autres encore, Dodi, Masako, Laetitia, Diana et tous les autres. Pour parler d'eux, on vous découvre depuis 3 ans à la télévision. D'abord dans la chronique Royal People sur l'ancienne chaîne du groupe Canal Non-Stop People, chez Jean-Marc Morandini. Et puis sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna qui, vous le dites, devient votre roi. Oui, le roi Cyril. Merci Cyril, parce que pour le coup, c'est vraiment lui qui a métamorphosé une passion en véritable métier. Depuis que Cyril Hanouna est entré dans ma vie, le grand public me connaît, me reconnaît et véritablement les collaborations ne cessent de s'enchaîner. Voilà, il faut à un moment donné dans votre vie, je pense, un petit roi, un magicien qui vient avec sa baguette. Alors il est critiqué, certes en effet, mais moi jamais je ne pourrais critiquer Cyril, parce que sans Cyril, avant en tout cas, il n'y avait pas cet intérêt en tout cas qu'il y a aujourd'hui autour de moi. Bertrand Dekers, vous restez avec nous, on continue à parler de votre livre dans cette émission, Mon petit dictionnaire de la royauté, donc aux éditions Robert Laffont. Et puis vous restez avec nous et vous restez à l'écoute parce que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très simple, il faut téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, numéro de téléphone, c'est tout. Le nom du gagnant sera tiré au sort après 16h par vous, Bertrand Dekers. On essaiera de faire ça ensemble. Et ceux alors. qui téléphoneront ensuite pourront jouer pour la semaine prochaine. Téléphonez donc dès maintenant au 01 77 62 72 89. Un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous attend. Restez avec nous sur l'antenne de Radio J. On revient juste après la pause et puis ce sera le rappel des titres. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite. Le rappel des titres avec Etani Dvelaïch. Bonjour à tous. Au 48e jour de guerre en Israël, le Qatar annonce que l'accord avec le Hamas pour la libération des otages entrera en vigueur demain à partir de 7h du matin. 13 otages seront libérés dans l'après-midi. L'armée et le renseignement intérieur israélien confirment l'arrestation du directeur de l'hôpital Al-Shifa, plus grand établissement hospitalier gazaoui. Il est actuellement interrogé par le Shin Bet. Dans le même temps, Tsahal affirme que ses troupes continuent de frapper des terroristes situés en souterrain et dans des infrastructures de la bande de Gaza.
35 roquettes ont été tirées par le Hezbollah sur la Haute-Galilée dans la matinée. Les forces israéliennes ont mené des tirs d'artillerie dans le sud du Liban en représailles. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire propose de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de 55 ans et plus. Objectif, aligner cette dernière sur celle des autres chômeurs. L'Assemblée nationale adopte la prolongation jusqu'à la fin de l'année 2024 d'une dérogation, une dérogation qui permet d'utiliser les tickets restaurants pour les courses alimentaires. Enfin, le prix Goncourt des lycéens 2023 a été attribué à la romancière française Neige Sino pour son roman Triste Tigre, un roman sur l'inceste déjà récompensé par le prix Femina. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Bertrand Decker, c'est mon chroniqueur sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier, l'espoir, comment la libération des otages suscite une vague d'espérance chez les familles, mais aussi plus largement chez tous les Israéliens. Et la suite maintenant, les paradigmes de négociation, la suite de l'offensive d'Israël contre le Hamas et l'intervention des Américains. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Bertrand Deckers pour ce livre Mon petit dictionnaire de la royauté aux éditions Robert Laffont. Il y a eu d'autres livres avant, bien évidemment, et puis c'est un ouvrage que je tiens à signaler qui est très bien écrit, sincèrement, et à qui vous donnez beaucoup de vous, tout en parlant des autres aussi, des autres que vous avez aimés, avec qui vous avez grandi et évolué aujourd'hui. Et dans ce livre où il est question de royauté, qui d'ordinaire voudrait rimer avec fidélité, vous dites que même si nul n'est infaillible, vous demandez à vos lecteurs d'user de leur infidélité, de se balader au fil des pages pour que ce soit un dictionnaire avant tout amusant. Oui, absolument. On ne lit pas, je l'ai dit tout à l'heure, un dictionnaire de A à Z. Alors je dis soyez infidèles, soyez désobéissants, soyez déroyaux et allez-y, entrez dans la danse par où bon vous semble, faites la révérence et embrassez qui vous voudrez. Alors j'ai écouté la règle et je tiens à dire une chose à vos fans qui verront sûrement cette émission, d'arrêter fermement de vous envoyer des after eight. Absolument, et je vous assure qu'ils ont déjà commencé. J'ai été le week-end dernier en séance de dédicace au Touquet, et alors c'était mon anniversaire, et alors j'ai reçu des spéculoos, voyez-vous, parce que dans ce petit dictionnaire, je dis que les after eight, c'est pas trop mon truc, hein. En tout cas, j'aime le chocolat, j'aime la menthe, le mélange des deux, j'apprécie pas trop. En revanche, étant belge, j'ai grandi avec le spéculoos, qui pour moi est un peu la Madeleine de Proust, qui pour moi symbolise l'enfance. Eh bien, j'ai reçu de nombreux spéculoos lors de cette séance de dédicace. Merci à eux en tout cas. Dans ce livre, vous nous livrez des centaines d'informations, des anecdotes sérieuses, amusantes ou insolites sur les couronnés de la planète à picorer sans régime. D'ailleurs, vous nous donnez la recette du pudding, les règles du thé et de sa création. On doit se resservir
une fois, mais pas deux. Attention, il y a d'autres infos insolites, dont peut-être 2-3 dont vous pourriez éventuellement nous parler, Bertrand Deckers. Des informations insolites, oui, il y en a beaucoup, c'est l'idée. Vous savez, moi, je pense que mon petit truc en plus, ma petite signature à moi, c'est de venir amuser, de venir donner le sourire et alors d'instruire tout en donnant des infos un peu insolites. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai appris... Le S de salade, peut-être. Le S de salade. Pourquoi alors, dans mon petit dictionnaire, retrouve-t-on salade à la lettre S? Eh bien, tout simplement, je vous explique. Ça remonte à Élisabeth II qui mangeait très très vite. Élisabeth II très très vite. Or, le protocole veut, lorsqu'il y a dîner d'État qui est donné à Buckingham ou à Windsor, comme c'était le cas il y a 2 jours, par exemple, il recevait le président de Corée. Le premier soir, il y a un grand dîner qui est servi dans une grande salle avec une table complètement interminable. Et le protocole veut que le souverain soit le premier à manger. Et lorsqu'il a terminé de manger et lorsqu'il a reposé ses couverts, eh bien tout le monde doit reposer ses couverts et avoir terminé de manger. Mais vous savez, comme les tables sont atrocement longues à être servies, desservies, eh bien le service du protocole a mis au point un petit truc. On vient disposer sur la droite du souverain de son assiette une salade. Le roi, la reine, va donc pouvoir jouer dans sa salade et c'est au moment où il aura estimé plus ou moins que tout le monde aura terminé de manger et que tout le monde a eu suffisamment de temps que pour tout engloutir, tout avaler, qu'il va redéposer donc son couvert. C'est un petit peu une salade fantaisie, une salade de parade, si vous voulez, qui va permettre à chacun de se sustenter. Et c'est la reine Elisabeth II qui a trouvé cette parade. Je pense que ça remonte à Elisabeth II. Oui, je le raconte dans le petit dictionnaire, je ne suis plus certain, mais je pense que cette tradition doit remonter à Elisabeth II qui mangeait très rapidement, et de façon très légère d'ailleurs. Bertrand Deckers, il y a du plus sérieux. Pour vous, j'ai joué la totale transparence. C'est ce que vous écrivez. Certaines séquences se couvrent de confidences, de mots que l'on ne dit pas. Au fil des pages coule de la jalousie, des complots, de la haine. À la lettre V, il y a voiture. Parfois si rapide, si dangereuse, fatale. À la lettre R, il y a revolver. Et à la lettre M, il y a meurtre. Nous sommes page 272 et c'est sans doute la question que l'on vous pose le plus concernant la mort de Lady Di et vous avez raison, c'est la première chose que j'ai été chercher dans votre livre. Votre réponse m'a un peu déçue, peut-être pas assez romanesque à mon goût, je ne sais pas, mais votre vérité alors? Donc vous auriez souhaité, si je comprends bien, Cyril, que je vous dise qu'il s'agissait d'un meurtre, donc. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité, mais c'est ce que, en mon fond intérieur, et sans doute comme beaucoup de gens, je pensais avoir compris. Je comprends, mais nous étions si jeunes. Je ne peux pas valider cette théorie parce que nous n'avons pas de preuve de cela. Et comme je vous l'explique, alors je reviens sur le fait que la voiture était déjà profondément accidentée, sur le fait que le chauffeur a bu, a pris des médicaments, sur le fait qu'il n'y a aucun sens, c'est un autre débat, mais aller emprunter le pont de l'Alma plutôt que le fait de remonter les Champs-Élysées, c'est hyper bizarre. C'est c'est voulu par Doty, soi-disant pour semer les paparazzis. Je n'y crois pas trop. Bref, mais alors surtout, on vient dire que c'est l'institution royale, que c'est le service de sécurité du palais qui vient ordonner de descendre la princesse, de la tuer parce qu'elle aurait été trop dangereuse. Alors certes, elle était dangereuse en effet, mais alors je ne crois pas une seule seconde que la maison royale aurait pris la décision de tuer la mère du futur roi. Donc, c'est-à-dire de l'affaiblir psychologiquement. Est-ce que vous vous imaginez? C'est un traumatisme pour William, dont il peine encore à se remettre aujourd'hui. Harry ne s'en remet pas du tout. Ça semble clairement évident. Les frasques s'expliquent par cela. William, il a fallu de nombreuses thérapies très très longues. En tout cas, ils ont été meurtris tous les deux. C'est inconséquent. Et c'est Élisabeth II qui aura, apparemment, si on écoute les fans, c'est Élisabeth II qui aurait donné cet ordre-là de venir tuer la mère de son petit-fils et de son héritier. Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, ça ne tient pas la route. Mais ce que vous dites est très clair, ce que vous écrivez aussi avec des mots très transparent, vous dites ne pas croire une seule seconde que la monarchie anglaise ait pu donner un ordre pareil, surtout quand on connaît les ravages psychologiques d'un parent que cela peut avoir sur un enfant. Ce que vous venez de nous dire, il n'aurait pas pris ce risque de perturber ou d'affaiblir un futur roi d'Angleterre, en l'occurrence William. Et quand on entend ça, c'est vrai, toute proportion gardée, quand on réfléchit bien, on se dit que ça semble trop fou. Mais il est vrai que si on écoute aussi la rumeur, Diana aurait été enceinte, ce à quoi vous ne croyez absolument pas vous.
Non, je pense que non. Là, pour le coup, il y a des enquêtes qui ont vraiment été menées. Alors voilà, en effet, il y a des spécialistes qui disent que eux ont la preuve qu'elle était enceinte, mais ils ne nous ont jamais apporté aucune preuve. Alors je dis aussi que, alors c'est peut-être le moment il aurait fallu la sortir, puisque les papiers glacés, on le voit encore maintenant, seraient tellement friands de cette actualité-là. Et alors on est tellement dans une ère où tout s'achète et tout se vend que je vous assure que celui qui est à même de pouvoir le démontrer, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Il y a des magazines qui sont prêts à avancer ces sommes-là. Donc j'ai du mal à me dire que quelqu'un détiendrait cette preuve et ne la sortirait pas. Mais à nouveau, ça n'engage que moi. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est le fait qu'elle meure arrange le clan Windsor. Et qu'Elisabeth II aurait eu cette formule incroyable. Lorsqu'on lui dit que Diana est morte, elle se serait exclamée « Dieu existe ». Et vous écrivez alors « Je connais ma Lilibet », comme vous l'appelez, seul compter l'avenir et le prestige de sa couronne qu'on lui pardonne. Absolument, parce qu'elle a sacrifié sa vie entière. Seule pour Elisabeth II compte le devoir. Et elle voyait en Diana une menace. Et elle était dangereuse. Et elle était prête à tout pour se venger de Charles III. Du futur Charles III. On rappelle quand même que c'est une femme meurtrie, c'est une femme trompée, c'est une femme qui a aimé profondément Charles. Et elle comprend à ce moment-là le pouvoir qu'elle a. En 97, elle a saisi l'influence qu'elle avait sur les médias. Elle sait très bien qu'elle en fait ce qu'elle veut. Et elle est décidée à aller très très loin. Plus d'ailleurs pour saper Camilla que Charles. Concernant la reine Elisabeth II, vous la décrivez plus loin comme une reine froide et sans pitié, mais pourtant, vous l'adorez, Bertrand de Kers. Je dis, sous le sang bleu coule, en effet, sous les chapeaux couleur guimauve, coule un sang bleu et glacé. En effet, j'aime le devoir, moi. J'aime cette... je pense qu'à l'heure où l'on est, et alors il n'y a pas que moi, il y a des millions de fans d'Elisabeth II à travers le monde, on l'a bien vu, 4 milliards de téléspectateurs le jour de ses funérailles, ça veut dire un être humain sur 2 ont vu des images, donc pour le coup, il n'y a pas que moi. On a besoin, dans l'ère dans laquelle on vit, à une époque où tout va très vite, où on zappe en permanence, d'avoir un phare, un port dans la tempête. Et Elisabeth II était cette personne-là. Est-ce que vous vous imaginez, elle accède au trône en 1952, elle va connaître 15 premiers ministres. Le premier de ces premiers est Winston Churchill. Un autre monde. Elle avait tout connu, Elisabeth II. C'est votre personnalité préférée? Oui, de loin, parce qu'elle nous rassurait tous. Il y avait 90% de la population mondiale qui n'avait jamais connu qu'Elisabeth II sur le trône du Royaume-Uni, vous vous imaginez? Oui, absolument, c'est un autre monde, c'est une icône. Elle est devenue une légende, pour le coup, elle a dépassé la très grande Victoria. Page 332, à Queen, il y a la reine Elisabeth II, déclaration d'amour aussi pour la reine du monde, pour vous, unique, iconique. Après 70 ans de règne, est-ce que vous pensez qu'elle est partie avec de nombreux secrets que l'on pourrait connaître un jour? Reine du ciel et de la terre. Oui, absolument, je vois peut-être à quoi vous faites référence. Elle tenait quotidiennement, en tout cas, un journal intime. On dit que dans ce journal intime, il y a de nombreuses choses. Il y avait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire en public, sachant qu'elle ne pouvait rien dire. Elle était constitutionnellement réduite au silence. Elle avait pour le coup un humour absolument terrible. Il y a plein d'anecdotes dans le I Love Elisabeth II, qui est le précédent ouvrage que j'ai écrit, qui sont drôlissimes. Elle avait un humour de fou. Il y en a une qui me revient à l'esprit, par exemple. Ils engagent un jeune serviteur. Et alors, la première fois qu'il voit la reine, il est ébahi et il porte entre ses mains un plateau sur lequel il y a 6 assiettes à dessert qui datent du règne de Victoria. Vous vous imaginez, c'est illustre et on lui dit bien, faites très très attention. Ce sont des assiettes qui datent de Victoria, elles ont plus de 200 ans. Il voit la reine et dit, on aurait dit un sapin de Noël, elle scintillait. Il est tellement ébahi qu'il écarte les mains. Évidemment, les 6 assiettes tombent sur le sol. Elisabeth II arrive à sa hauteur, il ne sait plus où se mettre, il est complètement décomposé et elle lui dit, ne vous inquiétez donc pas, nous en avons plein nos placards. On referme le livre comme une Bible, dites-vous. Le vôtre, en tout cas, est à retrouver, Bertrand de Kers, aux éditions Robert Laffont, le petit dictionnaire de la royauté. Et dans cette partie d'émission, on va découvrir à présent toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et on part avec Corentin Le Guinadjar, Flashback. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle, Bertrand de Kers, enchanté. Enchanté Corentin. Alors aujourd'hui, si vous me le permettez, je vais entrer dans vos pensées le temps de découvrir quelques-unes de vos préférences culturelles du moment. Ça fait très mentaliste, dit comme ça. Évidemment, vous qui avez les yeux de Chimène pour l'histoire de la royauté, il y en a une parmi les figures royales les plus emblématiques et vous venez d'en parler
très longuement, qui a eu droit à une déclaration d'amour de votre part, Bertrand Deckers. Queen Elizabeth II, bien sûr. Vous sortez un livre l'année dernière, quelques semaines après son décès en septembre 2022, I Love Elizabeth II. Bien qu'elle ne soit plus de ce monde, l'ancienne reine du Royaume-Uni continue d'exister à travers des livres donc comme le vôtre, mais aussi sur grand écran avec la célèbre série The Crown, bande-annonce. Je crains, Vos Majestés, que l'intérêt pour la vie privée de la princesse n'est pas près de s'éteindre. La presse est constamment à nos trousses. Maman, vous allez bien? Je vais bien. Mais ces derniers temps, c'est un peu la folie. La voix française de l'actrice australienne Elizabeth Debicki que vous venez d'entendre dans la peau de la fameuse Diana Spencer alias Lady Di. Sortie pour la première fois en novembre 2016, la série dresse un portrait des coulisses de la vie de Queen Elizabeth et de la famille Windsor. Et la voilà qui marque son grand retour avec l'arrivée d'une saison 6 la semaine dernière. Bertrand Deckers, vous avez déjà eu le temps de regarder les 4 épisodes de la première partie? Oui, absolument. J'ai fait partie de ces privilégiés. J'avais même eu l'occasion de la découvrir un tout petit peu avant. Et alors, c'est magistral, puisqu'évidemment, à l'épisode 3, c'est le fameux épisode de l'accident et du pont du tunnel de l'Alma. Peter Morgan est un magicien, selon moi. C'est une série d'atmosphères, surtout. Ce que j'aime, ce sont ces silences. Parfois, il y a des séquences où, durant plusieurs secondes, parfois une minute, on n'entend rien. Et bien, c'est comme cela que ça se passe chez les Windsor. Et Peter Morgan, parce qu'il a un budget colossal, on parle de 300 millions de livres sterling uniquement pour cette 6e et dernière saison. Il a réussi, c'est le seul à avoir fait ça, à privatiser le pont de l'Alma. C'est-à-dire qu'il y a des décrets ministériels qui ont été pris et que cette scène de l'accident, elle est tournée dans le vrai pont de l'Alma. C'est plus vrai que vrai. Alors effectivement, l'accident du tunnel du pont d'Alma, on va y revenir dans les détails et c'est bien sûr la saison de tous les tourments pour une Lady Di qui fait les tabloïds malgré elle, trop courtisée par la presse people et dans le même temps écartée de la famille royale. Flashback, retour au début de l'été 1997 sur un énorme yacht dans le golfe de Saint-Tropez en Côte d'Azur. De dos, sur le pont, assis sur le bord des Latentec, un maillot de bain bleu ciel, une pièce et une chevelure blonde carrée. La princesse de Galles passe du bon temps, loin des tracas face aux paparazzi britanniques. Mais tout ça, bien sûr, ce n'est qu'un exemple du genre de mise en scène façon Lady Di qui maîtrise très bien les codes des médias, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui montre sa fausse relation avec l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed, alias Dodi. Après un couple qui battait de l'aile, cela fait quelques mois que tout est acté. Un divorce avec le prince Charles et une revanche contre la famille royale. Le jeu de Diana avec les médias, il va loin. Très loin, trop loin même. En quelques semaines, tout vire au harcèlement médiatique pour la jeune femme, Lady Di, qui, on le sait, donc meurt à la fin de cet été-là, en août 1997, dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, pourchassée par des paparazzi. Est-ce que la série en fait une reconstitution de cet accident? Eh bien, pas de spoil pour nos auditeurs qui n'ont pas encore regardé. Mais en tout cas, la princesse de Galles aura été au cœur des 4 premiers épisodes et on attend la deuxième partie de la saison 6 de The Crown avec impatience. Bon, on sait qu'il y a déjà l'accident, mais est-ce que vous pensez, Bertrand Deckers, que c'était vraiment une fausse relation avec Dodi Al-Fayed? Alors à nouveau, qui sommes-nous pour vraiment avoir pénétré cette intimité-là? En effet, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il semblerait que Dodi agisse d'abord sur ordre de son père, Mohamed Al-Fayed, qui rêve d'intégrer le clan Windsor. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a une revanche à prendre. Le gouvernement britannique, alors que c'est l'homme quasiment l'un des plus riches du Royaume-Uni, lui refuse la nationalité britannique. Alors qu'il détient à Rhodes. Alors qu'il détient à Rhodes, c'est absolument inouï. Mais comment pourra-t-on me refuser encore cette nationalité britannique si mon fils arrive à épouser la mère du futur roi? Donc tout ça, c'est de la stratégie. Et de la part de Diana, en effet, agit-elle sur commande ou pas? On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle vient de sortir d'une très longue procédure de divorce, plus de 3 ans. Elle a bataillé avec ses avocats pour obtenir un maximum d'argent. Elle sait très bien que le train de vie qu'elle a toujours connu, elle ne va pas pouvoir continuer à le mener. Et surtout, elle a cette grosse problématique, elle a perdu la sécurité de Scotland Yard. Si elle avait maintenu la sécurité de Scotland Yard, jamais d'ailleurs, elle ne serait montée à bord d'une Mercedes
Mercedes défaillante dans le tunnel de l'Alma. Cela, elle le sait très bien. Donc elle a besoin de s'assurer une sécurité et elle comprend très vite que le clan Al-Fayed est suffisamment riche que pour avoir à sa disposition des gardes du corps et tout cela, et que quand elle arrive à Paris, elle est un peu ébahie par le fait que quand ils descendent au Ritz, on est chez papa dans le fond, puisque le Ritz est la propriété de Mohamed Al-Fayed. Vous adoreriez en faire un film, je crois savoir, Bertrand Dekers de The Crown. Vous aimeriez participer au scénario, à la réalisation, prédisant une pluie d'Oscars. À Peter Morgan, oui, je trouve que ces nombreux épisodes, il y a eu 6 saisons de 10 épisodes, ça en fait 60 épisodes, mériterait un film, mais un film à la Peter Morgan, avec ses décors inouïs, avec son budget colossal et avec ses silences interminables. On va rester sur grand écran avec cette fois-ci un film toujours sur le thème de l'histoire et du pouvoir, Corentin. Cyrielle, il y a ceux qui chantent la musique Waterloo du groupe ABBA et puis il y a ceux qui combattaient lors de cette mythique bataille dans l'armée de Napoléon Bonaparte. Avec son film Napoléon sorti le 22 novembre, le réalisateur Ridley Scott met en lumière l'ascension du petit homme d'Ajaccio qui voyait les choses en très très grand bande-annonce. Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Attendez! On est sur la glace! C'est un piège! Retirez-vous! Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Marlon Brando, Ian Holm, Daniel Auteuil ou encore Volodymyr Zelensky, il y en a eu des acteurs pour incarner le petit caporal devenu empereur de France. Cette fois-ci, c'est l'acteur américain Joaquin Phoenix qui s'y colle. Très remarqué pour sa performance dans le film Joker en 2019 d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il tire toute la couverture à lui ici. Son binôme Vanessa Kirby n'est jamais dans l'ombre. L'actrice britannique se met dans la peau de Joséphine de Beauharnais, le grand amour de l'empereur, le conquérant mais aussi le tyran et l'autoritaire. Joséphine, une femme qui se retrouve presque au cœur du film dès sa rencontre avec Napoléon Bonaparte. Flashback, nous sommes à l'été 1795 chez une aristocrate qui organise un dîner mondain. Au milieu du salon, Marie-Joseph Rose de Beauharnais croise rapidement le regard d'un jeune officier militaire. Napoléon, la tête déjà envahie par les rêves de conquête. Sur le coup, pas grand-chose, les deux mettent quelques mois avant de vraiment se fréquenter, puis tombent amoureux. Ils se marient l'année d'après, en 1796. 2 jours plus tard, Napoléon part à la tête de l'armée française vers l'Italie. Rebaptisée Joséphine par son mari, elle passera 14 années aux côtés de Napoléon Ier, avant un divorce en 1809. Le film de Ridley Scott dévoile quelques aspects de leur relation. Pas vraiment un biopic, ni totalement un film historique avec quelques erreurs et approximations déjà pointées du doigt dans les médias. Que veut-il alors nous montrer Ridley Scott à travers ce film ? Eh bien, question qui recevra peut-être plus de réponses prochainement, car le réalisateur a fait savoir qu'il gardait au show une version longue de plus de 4h30. Sacré bonus pour les passionnés et les plus curieux. Est-ce que vous l'avez vu ou vous voulez le voir, Bertrand Dekers ? Je veux le voir. Je n'ai pas encore eu le temps de plonger dans une salle obscure pour aller le voir. Mais en tout cas, voilà, Napoléon me fascine, moi. Évidemment, quand on est passionné par les monarchies, comment ne pas être passionné par ce petit homme devenu empereur des Français ? Le sacre est inoubliable dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il se sacre lui-même, vous savez, comme l'avait fait Jules César à l'époque. Et cette petite anecdote, parce que vous savez que j'aime ça, il était tellement pressé, parce qu'il avait tellement de conquêtes à accomplir qu'il mangeait un peu n'importe comment, et en tout cas il terminait systématiquement. Il commençait par le dessert parce que c'était froid et il terminait systématiquement par le potage. On lui servait chaud, comme ça au moment de manger le potage, il était devenu froid, ce qui lui valait de très très grands maux d'estomac. D'où sur les photos et les portraits, vous avez peut-être remarqué, il a en permanence sa main qui soutient son estomac. C'est la petite anecdote sur le grand homme. Pour et le coup. Il y a le N de Napoléon, je crois savoir, dans ce dictionnaire. Absolument. Bertrand Dekers, un peu de musique pour continuer avec une reprise originale d'un classique absolu. Ne me quitte pas, chantait l'illustre Jacques Brel en 1959 à sa dulcinée de cachette, si j'ose dire, la chanteuse Suzanne Gabriello. Sans doute l'un des airs les plus connus de Jacques Brel, repris de nombreuses fois, mais l'une des plus originales, c'est peut-être la version de l'artiste MH Project. On écoute un extrait. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, il faut oublier tout. Cette version, on la retrouve dans l'album intitulé Bouddha Bar, The Ultimate Experience, un énorme projet musical de 118 titres avec des mélodies très variées pour en avoir écouté plusieurs. Mélodies parfois inspirées de la culture indienne ou orientale notamment.
Dans sa version de Ne me quitte pas, l'artiste MH Project a conservé la voix originale de Jacques Brel. On reconnaît même les petites touches de piano qui reprennent le début du second mouvement de Rhapsodie hongroise de Franz Liszt. Ne me quitte pas, un titre longtemps pris à tort pour une chanson d'amour. Mais c'est la définition d'hymne à la lâcheté qui lui convient le mieux. C'est ce qu'expliquera son créateur lui-même, Jacques Brel, qui travaille sur la chanson après sa rupture avec Suzanne Gabriello. Déçu d'un homme qui ne voulait pas quitter sa femme pour être avec elle. Une petite touche de lecture pour terminer ce voyage dans les goûts culturels de notre invité Corentin. Et oui Cyrielle, et pourquoi pas partir feuilleter la prochaine fois que tu mordras la poussière, premier livre de Panayotis Pasco qui, cette fois-ci, quitte la scène pour se livrer, se découvrir sous un autre angle. Ce livre, sorti en août dernier aux éditions Stock, est la parfaite occasion pour le jeune humoriste de 25 ans de dévoiler ce qui se cache derrière la figure d'ado plutôt cool, souriant et drôle. Il revient sur le noir tableau des angoisses et de la dépression qu'il a traversé plus jeune. 4 ans, c'est le temps qu'il a mis pour écrire son livre, pour mettre des mots sur ses mots les plus enfouis. Au passage, Panayotis a volontairement croisé la route de différents auteurs, comme Emmanuel Carrère, lui-même très au fait de la dépression, à travers son livre Yoga publié en 2020. À côté, le livre de Panayotis Pasco s'attaque à 2 autres thématiques qui l'ont marqué de près. L'acceptation de l'homosexualité et le rapport au père. La prochaine fois que tu mordras la poussière, le chemin périlleux et parsemé d'obstacles d'un jeune homme un peu déboussolé qui tente d'avancer vers l'âge adulte tout en cherchant la lumière. Et il l'a trouvé parce que ce livre est un très grand succès que vous avez lu, j'imagine, Bertrand Leclerc. Non, pas encore. Je vous avoue que j'attends de m'y plonger. J'ai beaucoup envie de rencontrer Panayotis Pasco parce que j'ai lu évidemment de nombreux passages, mais pas encore l'intégralité de son ouvrage. Je pense que nous avons de nombreux points communs, notamment par rapport aux thématiques qu'il a traitées, que vous venez très joliment de rappeler, et aussi par le fait, je trouve, ça m'a quand même fortement frappé, que tous les deux on vient du même univers. Il a eu une chronique dans un talk show très très connu qui est un petit peu le talk show concurrent de celui dans lequel je me produis actuellement. Il y a cette passion pour l'écriture, ce rapport au père, cette différence par rapport à la sexualité, ces problèmes un peu, ces hauts et ces bas psychologiquement qui viennent du métier dans lequel on évolue aussi. On a tous connu cela ici. Bref, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup. Voilà, j'aimerais beaucoup rencontrer Panayotis. Le message est lancé. Merci beaucoup. Merci Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte aujourd'hui, Nathalie Daudrieux, pour le portrait de notre invité. Et puis, Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, très simple, vous pouvez téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort après 16h par mon invité. Et ceux qui téléphonent ensuite pourront jouer pour la semaine prochaine. Téléphonez donc au 01 77 62 72 89. Vous gagnerez un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. Il vous attend. À tout de suite sur Radio J. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie.
Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 48e jour de guerre en Israël, le Qatar annonce que l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas entrera en vigueur demain matin à partir de 7h. 13 otages seront libérés vers 4h de l'après-midi, cela sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza. Pour rappel, l'accord prévoit la libération de 50 otages, des femmes et des enfants contre celle de 150 prisonniers palestiniens, mais aussi 4 jours de trêve dans la bande de Gaza. Il devait entrer en vigueur ce matin à 10h. Pour Cathy Laoui, thérapeute en traumatologie, imaginez l'attente interminable des familles donne des cauchemars à la plupart de la population israélienne. On l'écoute. On n'est même pas sûr si les gens sont vivants ou morts. Les otages qu'on a retrouvés jusqu'à maintenant autour de l'hôpital Shifa étaient morts. Donc, on peut juste imaginer ce que ça pourrait être pour les familles, en fait, de s'attendre à une libération et qu'en fait, de recevoir des corps à la place. Enfin, c'est épouvantable. Donc, je pense que c'est une bonne chose de ne pas les prévenir avant. Cathy Laoui, thérapeute en traumatologie au micro d'I24 News. Notez que le cabinet du Premier ministre israélien a reçu, il y a quelques minutes, la liste des 13 otages qui seront libérés demain. Leur nom devrait être dévoilé dans les prochaines heures. Les combats se poursuivent sur le front nord. On fait le point sur la situation sur place avec notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine. Une des journées clairement les plus violentes depuis le début de la guerre. On en est à plus de 50 tirs effectués par le Hezbollah sur la frontière nord, 35 tirs de roquettes, mais aussi des tirs de missiles anti-chars, des tirs d'obus de mortier qui ont visé des positions militaires, mais aussi des objectifs civils contre Manara, contre Margaliot, contre Kiryat Shmona. Des tirs qui n'ont pas fait de blessés. De nombreuses interceptions ont été effectuées. D'autres roquettes sont tombées en territoire libanais, mais on voit donc une tension croissante alors qu'à Gaza, Tsahal poursuit évidemment à pleine puissance ses opérations militaires en attendant l'annonce de la trêve. Notre correspondante en Israël, Pascal Zonshine, et justement à Gaza, l'armée israélienne a arrêté le directeur de l'hôpital Al-Shifa, principal établissement médical de la bande de Gaza. Cela après la découverte de nombreuses preuves que le lieu sous sa direction servait de quartier général à l'organisation terroriste du Hamas. Selon les déclarations de l'armée israélienne et du Shin Bet, le Hamas a exploité de nombreuses ressources pour maintenir le système de tunnels qu'il a construit sous l'hôpital. De plus, il a stocké de nombreux moyens de combat dans l'établissement et ses environs. En outre, après le massacre qu'elle a commis le 7 octobre, l'organisation a utilisé l'hôpital comme abri pour ses terroristes et y a même emmené des otages. Cet établissement est fouillé par les soldats de Tsahal depuis près de 10 jours. En Allemagne, des perquisitions chez des membres et des sympathisants du Hamas ont été faites par la police. Ça s'est passé ce matin dans 4 régions différentes du pays. Nous poursuivons notre action contre les islamistes radicaux en interdisant le Hamas en Allemagne. Nous avons envoyé le signal clair que nous ne tolérons aucune apologie ou soutien de la terreur barbare du Hamas contre Israël. C'est ce qu'a déclaré la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, rappelant que l'organisation a été interdite et dissoute il y a 3 semaines en Allemagne. L'Office fédéral pour la protection de la Constitution, un service de renseignement intérieur, estime que le Hamas compte environ 450 membres en Allemagne, dont les activités vont de l'expression de la sympathie jusqu'à la propagande et à la collecte de fonds pour l'organisation terroriste. Enfin, en France, la préfecture de police de Paris annule les concerts du rappeur Freeze Corleone, soulignant les références complotistes et antisémites de ses textes. Issa Lorenzo Diakate, de son vrai nom, devait se produire demain et après-demain dans la capitale. Dans son arrêté, la préfecture estime qu'il existe des risques sérieux que des troubles à l'ordre public surviennent et que des propos antisémites ou plus généralement attisant sciemment et explicitement la haine, qu'elles soient dirigées vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement, soient tenus à l'occasion de ces représentations.
Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec mon invité Bertrand Decars sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation. Nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre, merci pour votre fidélité. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, avec notre invité Bertrand Decars, aujourd'hui venu pour nous parler de ce livre Mon petit dictionnaire de la royauté aux éditions Robert Laffont. On l'a promis à nos auditeurs, Bertrand, il y a un jeu qui a démarré hier pour gagner un week-end à Cannes Mandelieu sur un week-end de rêve sur la Côte d'Azur offert par l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu et Radio J. Et juste en face de vous, il y a un bol avec des chiffres et je vais vous demander si vous voulez bien, puisque vous êtes une main, comme on dit, naïve, de regarder, innocente, et de regarder et puis de prendre le petit papier que vous voulez pour tirer un chiffre, ce qui va nous permettre de trouver le gagnant sur Radio J. Le numéro 7, et donc c'est Samuel Roy qui a gagné et qu'on appellera pour l'informer qu'il a gagné ce fameux week-end à l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. J'en profite également pour dire à nos auditeurs que vous pouvez continuer à jouer dès maintenant en appelant au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89 et à partir d'aujourd'hui vous pouvez gagner pour la semaine prochaine avec un nouveau tirage jeudi prochain et il y aura également ce même week-end à gagner donc à Cannes Mandelieu. Allez, tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Nous allons poursuivre cette émission avec vous, Bertrand Decars, avec une citation d'abord. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Faisons ça, si vous voulez bien maintenant, avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Bertrand Decars, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Je reviendrai sur cette terrible journée pour moi du 13 juillet 2010 où je perds ma mère. Je prendrai le train plus tôt et je reviendrai à temps pour assister à ces derniers moments parce que voyez-vous, comme j'avais une carrière à mener et que ma mère y tenait beaucoup. Elle a tout fait pour me cacher qu'elle allait si mal et que lorsque je suis rentré, eh bien c'était déjà trop tard. Donc si je pouvais arrêter le temps, le remonter, eh bien j'assisterais aux dernières minutes de ma maman parce que j'ai encore quelques petites choses à lui dire. Oui, vous en parlez très tendrement d'ailleurs dans votre livre, Bertrand Decars. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie alors ? De faire ce qu'il aime.
Absolument, parce que je vous assure que lorsque je disais que quand je serai grand plus tard, je voudrais jouer à Stéphane Bern, on me disait oui, mais quand même, il faudrait penser à un vrai métier. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé sur le fait qu'un jour, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. Alors il faut une partie de folie, certes, j'en avais. Il faut le courage de pouvoir le faire, il faut la force de pouvoir le faire, de travailler peut-être plus que d'autres en effet. Mais je pense que lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime, on n'en a pas, voilà, on ne ressent pas vraiment les épreuves et tout cela dans le fond vous paraît très naturel. Donc à un enfant, j'ai envie de lui dire, fais surtout ce que tu aimes et n'écoute que toi. Quel a été ou quel est le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Le plus bel âge de ma vie, c'est celui-ci. Honnêtement, c'est celui-ci. Parce que tout est en train de se réaliser. C'est pas forcément l'enfance. J'étais un enfant impatient. J'étais un enfant qui voulait être grand. J'étais plus vieux, petit que maintenant, peut-être. Où j'ai envie d'arrêter le temps. C'est réellement les années, j'ai même envie de vous dire les minutes que je suis en train de vivre depuis 2 ans, où ma vie a vraiment basculé, où je peux réaliser de plus en plus de projets dans cet univers que j'aime, qui est quand même pas des plus faciles, qui est quand même pas des plus accessibles. Voilà, je n'ai pas envie forcément de retourner en arrière. Qu'aimeriez-vous faire alors, mais que vous ne faites pas ? Et peut-être entre parenthèses, par peur d'être jugé. Par peur d'être jugé. Vous savez que j'aime ne rien faire. Et parfois, j'ai envie de tout arrêter, cette spirale un peu infernale qui fait que je vais de projet en projet, d'article en émission, en permanence, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'accepte aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Et voilà, et profondément, j'aime aussi ne rien faire, même si c'est un petit peu à l'opposé de ce que je suis en train de vivre. Et si c'est pas très vendable, peut-être, j'aimerais parfois aussi m'arrêter et dire, eh bien voilà, je vais passer une semaine pour le coup à ne rien faire. Quelle est la chose alors que vous avez faite cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie, Bertrand Deckers ? J'ai commenté le couronnement de Charles III. C'est 8 heures de direct à l'écran, c'est devant moi 75 fiches. Et là, après, je me dis, jamais j'aurai l'occasion de toute façon de raconter tout ça. Et après les 8 heures de direct, je m'aperçois que les 75 fiches, il n'y en a plus aucune devant moi. J'ai tout raconté, je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, je suis content parce que j'ai réussi à faire ça. J'en rêvais pour le coup quand j'étais petit. J'ai pas connu le couronnement d'Élisabeth II qui, paraît-il, était encore beaucoup plus magique et beaucoup plus extraordinaire. Mais j'ai couronné Charles III. J'espère bien qu'un jour aussi, je couronnerai Guillaume V, qui est le roi, le futur roi William. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant, l'amour pour moi c'est vivant et je ne l'apporte pas uniquement à l'amour physique, à l'amour charnel. Pour moi, voilà, ça peut être aussi l'amour d'une profession, d'une vocation. J'ai parfois l'impression, vous savez moi, que je suis en phase d'histoire amoureuse avec les différentes monarchies, parce que je peux parfois me mettre dans de tels états quand on me dit certaines choses que je me dis que parfois il y a un peu de ça, un petit peu des histoires d'amour en tout cas entre moi et les rois et certains royaux en tout cas. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou bien sur votre personnalité ? Je voudrais être moins, parfois, être moins guerrier, être moins instinctif, être moins rapide, être moins nerveux. Je suis sanguin, être moins sanguin. Voilà, c'est ça, être un peu plus réfléchi, un peu plus posé parfois. Si vous étiez président de la République, votre première mesure. Ah, c'est vrai. Si vous étiez roi, une mesure à prendre, même si... Une mesure à prendre. Je mettrai en sorte, je pense, des mesures, des dispositions pour que l'histoire soit mieux racontée, pour qu'elle soit plus vivante, pour qu'on la dépoussière. Il y a eu un désamour de l'histoire parce que pour moi, elle était trop académique. On sacralise les dates, les historiens sacralisent les dates et ça ennuie tout le monde. Or, dites-moi vraiment quelle est la différence si on se tombe de 2-3 ans et parfois sur 2-3 décennies. Pour moi, non. On a besoin de redécouvrir des contors, de vrais contors qui vont ramener vers l'amour de l'histoire. On peut raconter de l'histoire avec un grand H si on commence par la petite histoire, selon moi. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que je suis un passionné. Et que à mon petit niveau, j'ai intéressé quelques personnes, en tout cas, à s'intéresser à l'histoire, voilà, à l'histoire, certes la petite histoire, mais qui pour certains les pousse à découvrir la grande histoire, voilà.
Merci beaucoup Bertrand Deckers. Tout de suite, on découvre le coup de cœur ensemble sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Belvédère. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour Charlotte et Benjamin, je devrais dire. Vous êtes frères et sœurs. C'est ça. C'est un plaisir de vous découvrir. On va écouter I'll Make a Place Called Home for You One Day. Et puis on revient sur Radio J. It's really something to hear the voice of true innocence, like a shiver in your hair. I wanted to meet you now. The wave of love, softly soothing. It's irrational, but so much right. Then I found life and its meaning. Had happy face till the end of the night. I make a place called home for you one day, where time is sweet and sorrow may fade away. I make a place called home for you one day, where time is sweet and sorrow may fade away. In my memory. Belvédère sur l'antenne de Radio J avec Charlotte et Benjamin. C'est un bonheur de vous découvrir. C'est le single issu de votre nouvelle EP sorti le 10 novembre, Crack the Floor. Cet album-là, cet EP-là, qu'est-ce qu'il y a dedans précisément dans cet univers très folk, on peut le dire? C'est ça, oui, c'est vraiment un projet même indie folk, donc assez électrique. Et ce deuxième EP, c'est une manière de raconter plusieurs phases de la vie. On parle de la naissance, j'ai eu des jumelles il y a 1 an maintenant, et Charlotte, un petit garçon qui a 3 ans maintenant, donc j'ai voulu parler de ça, donc de la naissance, de la phase de la vie, des seniors aussi. On a pensé à nos grands-mères sur un des titres qui s'appelle Faded Roses, et enfin même le thème de l'après-mort presque, d'un monde où tout serait détruit, où il y aura encore d'espoir, et c'est comme Up Tomorrow. Benjamin, vous êtes auteur-compositeur, vous êtes aussi à la guitare et au chant. Et vous, Charlotte, vous êtes arrangeuse vocale et vous êtes au chant. Vous avez grandi avec quelques années d'écart, je crois 5 ans. Et tous les deux, à 15 ans, il y a un tournant musical, donc à 5 ans d'écart, mais 15 ans. Pour vous, je crois que c'est le chant et pour vous, c'est la guitare, Benjamin. Vous avez fait une carrière chacun de votre côté artistique. Et puis, vous avez décidé de vous retrouver tous les deux. Comment ça s'est passé ? Eh ben moi, c'est vrai que j'avais d'autres projets auparavant et surtout des projets de reprise. Donc, je travaillais beaucoup sur de la variété internationale reprise de mon côté. Et puis Benjamin, lui, avait un groupe de chansons françaises pendant de longues années. Donc, j'étais la première fan d'ailleurs de mes frères, parce qu'à l'époque, mes 2 frères jouaient sur ce projet-là. Et puis Benjamin avait une très bonne culture musicale, un peu plus diversifiée que la mienne, qui était très variété internationale. Et lui était plus orienté folk, et donc il m'a fait découvrir plein de choses qui m'ont beaucoup plu. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à chanter ensemble d'abord, avec une guitare et 2 voix. Et c'est comme ça qu'est né Belvédère. Et vous diriez que vos influences sont qui ? Alors c'est très américain, voire australien. On aime beaucoup le projet aussi familial, qui s'appelle Angus et Julia Stone. Pareil, c'est un frère et donc sa sœur. Et c'est très indie folk aussi, très électrique. Et plus récemment dans l'histoire de mes goûts, j'ai envie de dire, il y a un groupe américain qui s'appelle Fleet Foxes, qui est pour moi vraiment la référence indie folk, avec beaucoup de voix, beaucoup d'harmonies de voix.
Dans ce deuxième EP, Cracked Floor, c'est une fresque que vous voulez romanesque, une montée en puissance avec des thèmes qui sont très universels comme la vie, l'espoir, la vieillesse et puis le départ, j'ai envie de dire plus joliment. Vous êtes originaire de Corbeil-Essonnes et puis c'est à partir de 20 ans que voilà, vous avez commencé à être dans le milieu artistique. Et puis il y a eu un premier EP, il y a eu un EP qui s'intitule Foolish Hunt, c'est ça, suivi après de 2 singles, je crois savoir, dans la foulée, avant de faire donc ce dernier EP que l'on découvre aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Vous étiez en concert il y a pas longtemps. Tout à fait, on vient de faire notre release party d'EP du coup donc la semaine dernière, le 17 novembre sur Paris. C'était sur Paris, dans le 9e arrondissement de Paris. Donc, c'était le 17 à 19h30 au centre Paris, anime Jacques Bravo. Est-ce qu'il va y avoir d'autres scènes où on peut venir également vous découvrir? En parallèle, je dis quand même que vos titres sont en train de défiler. On vient d'entendre Come Back Tomorrow et puis on va entendre Cracked Floor sur l'antenne de Radio J. Est-ce qu'il y a une autre potentielle scène prévue ou est-ce qu'on vient vous chercher sur les réseaux sociaux, un clip potentiel? Dites-nous. Alors, il y a un clip qui sortira très prochainement, qui est en cours de réalisation sur l'un de nos morceaux issus de notre nouvelle EP. Et sinon, on pourra nous retrouver en première partie de Shake Shake Go, qui est un très chouette groupe aussi franco-anglais. Ouais. Le 27 janvier au Sax à HR dans le 78. Et puis après, vous pouvez retrouver toutes nos dates à venir sur les réseaux sociaux, effectivement. Eh ben, écoutez, c'est un bonheur de vous découvrir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Est-ce que vous avez un petit mot, une petite demande à faire? C'est ce que je demande souvent quand on découvre des artistes jeunes, que j'ai souvent tendance à dire les jeunes pousses de la musique. Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner? Je sais que des fois, vous êtes en duo et puis après, vous êtes à plusieurs sur scène. Est-ce que vous cherchez un label? Que sais-je? C'est vous qui dites. C'est vrai que là, on est très, très ouvert. On a un projet qui est de plus en plus mature et on n'a pas de manager, par exemple. Et effectivement, un label aussi permettrait de structurer encore plus le projet et d'avancer, on espère, plus loin à plusieurs. Comment vous travaillez là? Vous travaillez avec un studio à la maison? Vous louez un studio? Vous avez des potes? Comment ça se passe? Pour l'instant, très artisanal. Moi, c'est dans ma chambre. J'imagine des morceaux vraiment guitare-voix, des chansons, et que je propose ensuite à Charlotte. Et après, on va voir individuellement ou collégialement tous les musiciens pour avancer sur une composition. On a la chance, et je le dis à chaque fois, vraiment d'avoir une équipe aussi de gens et d'amis qui travaillent avec nous sur plein de choses, sur le booking, sur la communication, sur l'organisation de nos différents concerts, etc. Donc voilà, beaucoup aussi d'accompagnement plutôt informel, mais qui nous aide beaucoup dans le développement de notre projet aussi. Voilà. C'était un plaisir de vous découvrir. S'il y a un manager qui nous écoute ou un label, eh bien voilà, vous pouvez contacter Belvédère. Je vais vous laisser épeler comment s'appelle votre groupe, parce que Belvédère, ça peut s'écrire de plusieurs manières. Alors, on a fait le choix de l'écrire d'une façon un peu complexe, c'est vrai. Donc c'est Bel, B-E-2-L-E, plus loin, V-E-D-H-E-R-E. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, merci Benjamin pour cette très belle découverte. On vous retrouve, j'imagine, sur Spotify, Deezer pour écouter vos titres. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes, voilà. Toutes les plateformes à écouter. Belvédère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble. Bertrand Deckers, on ne vous a pas oublié. Il y a à ma gauche Nathalie Daudrieux qui a pris le temps de rédiger des notes avec des stabilos. Et tout de suite, c'est donc votre portrait. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Bertrand Deckers. Effectivement, à partir de ce que vous avez bien voulu partager de vous aujourd'hui, de votre actu, mais aussi de votre personnalité, je vais faire un petit reflet de ce qui s'est détaché
dans mon regard, voilà, et dans mes perceptions. Évidemment, vous nous partagez votre passion, votre engouement et votre fascination pour ce monde un peu atypique, un peu à l'image de ce que vous êtes aussi comme univers, un peu marginal et atypique, que vous développez, que vous cultivez aussi. Bien évidemment, vous nous racontez votre enfance, voilà, dans la Wallonie, la Belgique. Donc, j'ai des origines wallonnes aussi. Donc, ça nous fait un petit point commun. Effectivement, c'est un univers assez idéalisé et puis qui parle de nature, de grands espaces. Évidemment, il y a ce lien aux chevaux, à cet univers où vous êtes au centre, finalement, de la vie, au centre du monde, un peu comme ces enfants rois, effectivement, très, très attendus. Voilà, vous savez, vous êtes conscient de ça, vous en portez toutes les caractéristiques et en même temps, vous en faites quelque chose de très constructif. Vous en faites votre force. Ça va devenir comme un fondement, un pilier assez vivant qui va nourrir peut-être votre prochain métier. C'est en effet à 11 ans que vous avez la révélation, dirais-je, de cette vocation qui est la vôtre et qui dure, parce que parfois les passions ne durent pas. Vous le citiez tout à l'heure avec les gens, l'amour n'est pas que charnel, c'est aussi l'amour d'un métier, l'amour d'une rencontre avec des livres ou tout un tas d'autres choses. Et vous le faites vraiment durer. Il y a cette notion de pérennité qui est très au centre de tout ce que vous racontez. Alors à 11 ans, vous avez cette révélation, cette vocation. Vous allez devenir chroniqueur royal. C'est en même temps quelque chose que vous dites avoir besoin d'un idéal parce que vous aviez votre climat familial, mais vous dites j'ai dû trouver un idéal à moi, un univers à moi qui me fascinait. Et en même temps, vous faites la rencontre donc de cet univers de la monarchie, de la royauté. Vous sentez très bien tout de suite avec beaucoup de conscience et de lucidité qu'il y a les royaux d'un côté et les autres. Et que cette frontière est infranchissable. Vous dites de vous que vous êtes un mousquetaire. Alors ça m'a fait penser, on peut creuser ensemble, mais ça m'a fait penser à celui qui sert, celui qui fait vœu, celui qui s'engage, mais aussi celui qui se sacrifie. Qui est au service du roi. Qui est au service, prêt à se mettre de côté et vraiment qui fait son devoir, qui est en même temps dans un cadre très structuré, très limitant. Souvent, il est là pour obéir et pas tellement pour réfléchir, avec beaucoup d'élan de spontanéité. Et ça m'a fait penser à ce besoin de cadre lorsque parfois les enfants ont eu très peu de non et de frustration. Il est parfois intéressant et important, voire même vital, d'aller chercher du cadre pour la structure, pour se rassembler. Parce qu'il y a parfois des personnalités un peu qui partiraient dans tous les sens. Vous le parliez tout à l'heure en parlant de votre spontanéité, de votre mouvement très rapide, que vous auriez envie d'être un peu plus posé. Peut-être que vous allez chercher là votre équilibre dans cette structure. Alors vous dites, je reste à ma place, quelque part. Il y a les royaux, les autres d'un côté, ce mouvement de corps et ces refus de refuser des projets, d'aller vite, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y aura demain. Moi, j'ai vu quelques points communs entre la royauté et vous, donc vite fait. Il y a l'engagement et la facilité à incarner un rôle pour servir et vraiment mettre à profit son énergie. Il y a aussi le fait d'occuper la scène médiatique avec pérennité et passion. Les royaux en ont besoin aussi, sinon ils tombent dans l'oubli. Et quelque part, les chroniqueurs, les journalistes se servent de ça aussi. Les protocoles et le cadre font aussi que c'est un métier qui s'apprend et ça, vous le découvrez au fur et à mesure en disant j'ai dû développer peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup plus travailler que les autres. Et finalement, c'est dans ces protocoles-là que vous apprenez ce métier. On l'a vu, il y a par la naissance, peut-être un autre point commun, un rôle qui vous est donné et qui est à tenir, l'enfant roi, et chez eux également. Voilà, c'est un rapide parcours. Alors, merci de nous avoir fait voyager. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi un homme qui fait de sa vie un conte, qui sait jouer et instruire, transmettre la magie tout en s'amusant. Alors, merci beaucoup, Bertrand Deckers, pour ce joli portrait. Merci beaucoup, Nathalie Dedrier, notre thérapeute psychocorporelle, que l'on retrouve en théorie tous les mardis sur Radio J avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Bertrand Deckers. Merci beaucoup d'avoir été mon invité pour votre ouvrage Le Petit Dictionnaire de la Royauté aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup pour cet échange avec vous.
Merci au duo Belvédère d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. On découvre Come Back Tomorrow pendant que nous sommes en train de parler. À la réalisation audio Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi sur l'antenne de Radio J. Je rappelle que vous pouvez jouer à nouveau pour gagner un week-end à Cannes-Mandelieu, un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu vous offrent ce week-end. Pour le gagner, très simple, appelez-nous au 01 77 62 72 89. Même si vous avez joué, vous pouvez rejouer pour la semaine prochaine. 01 77 62 72 89 62 72 89. Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, c'est tout. Et puis jeudi prochain, nouveau tirage. À la semaine prochaine sur Radio J.